Merci Catherine, merci à tous d'être présents. Alors cette conférence va durer à peu près 1h30, mais rassurez-vous, il y aura une large place qui sera faite à la musique de Mozart. J'ai prévu plusieurs extraits de Mozart, bien sûr, pour cet après-midi. Alors c'est une joie pour moi d'être là pour la 3e fois, puisque c'est la 3e fois que je viens dans votre connaissance 3 ici à Nyon. Et puis c'est une grande joie, bien sûr, pour moi également, de parler de Mozart. C'est difficile de parler de Mozart. D'abord parce que c'est un personnage éminemment secret, on va y venir, mystérieux, à la personnalité protéiforme, ce qu'on ressent d'ailleurs parfaitement dans sa musique. C'est un compositeur. Vous m'entendez au fond? Très bien. Je vais essayer de projeter la voix pour que vous m'entendiez le plus possible. C'est un compositeur qui a fait l'objet de nombreux clichés, de nombreux stéréotypes, de formules à l'emporte-pièce. Voyez, chacun y est allé de sa vision de Wolfgang Amadeus, qui ne s'est jamais appelé Amadeus d'ailleurs, il s'appelait Amadée, on y reviendra aussi. Mais chacun y est allé de sa formule, et finalement, quand on s'intéresse à Mozart, comme j'ai essayé de le faire en pénétrant au cœur de son dernier opéra, La Flûte enchantée, eh bien, on croule sous ces clichés. On en est un peu la victime. Donc il faut essayer, si vous voulez, de nettoyer les lunettes, voyez, et d'avoir une vision, me semble-t-il, plus ouverte, plus neuve, plus vraie de Mozart. Alors les clichés qui circulent autour de Mozart, il y en a pas mal. Alors le premier, c'est le divin Mozart. Mozart a été touché par la grâce, c'est vrai qu'il a probablement été touché par la grâce, mais s'il a été divin, il a été divinement humain, mais il n'était pas plus divin ni moins divin que vous et moi. C'était un être humain, avec toutes ses qualités, ses défauts, ses forces, ses fragilités, ses ombres et ses lumières. Donc je crois que ça, le divin Mozart, il faut l'évacuer assez vite. Ensuite, il y a quelque chose qui revient souvent aussi quand on lit sur Mozart, c'est l'éternel enfant. Mozart, ça restait toute sa vie un enfant. Alors c'est vrai qu'il aimait plaisanter, il aimait les jeux de mots, il aimait les farces, il aimait se costumer, etc. Oui, mais il passait quand même pas sa vie à ça. Et j'y reviendrai parce que c'est très important. Donc l'éternel enfant, évacuons-le, il était un homme, il a vécu, là, peu de temps, mais jusqu'à 36 ans à peine. C'était un homme avec également ses joies, ses peines, et la vie d'un homme, avec effectivement les relations avec la famille, avec sa femme, avec ses enfants, ses préoccupations d'ordre intellectuel, qu'il exerçait notamment dans les loges maçonniques, etc. Donc ce n'était pas un enfant, c'était un homme. Un vrai. Et puis, autre image qui, alors elle a la dent dure, puisque c'est le film Amadeus de Miloš Forman, qui a été un grand succès, 8 Oscars, magnifique, il ne manque pas un bouton de guêtre. Simplement, là, on a, si vous voulez, un Mozart un peu jouisseur, qui pense effectivement qu'à s'amuser, un adolescent attardé, vous voyez, un petit peu, qui finalement, au fil du film, l'idée c'est que voilà un être vulgaire, qui aurait composé une musique sublime. C'est un peu l'idée du film. Or, Mozart aimait rire. Certes, il y a quelques lettres de nature scatologique dans sa correspondance, notamment avec sa cousine, mais ça, c'était très répandu à l'époque. Vous trouverez des lettres de Léopold Mozart de ce type, de sa mère aussi. À l'époque, on parlait effectivement assez facilement de ce genre de choses. Donc je crois que ramener Mozart à cette vulgarité et à cette spontanéité de jouisseur, un peu alcoolique aussi quand même dans ce film. Donc tout ça, finalement, donne une image de Mozart qui, me semble-t-il, ne correspond pas à la réalité. Ce que je voudrais déjà d'emblée, en introduction, c'est vous dire effectivement, d'abord on va parler de sa personne et après on parlera des clichés sur sa musique. Je vais vous parler donc de à quoi il ressemblait en fait physiquement, parce qu'on a 25 ou 30 portraits de Mozart et il n'y en a aucun qui se ressemble. On se dit mais finalement à quoi il ressemblait, Bon, on va essayer de voir à quoi il ressemblait. Ensuite, sa personnalité, j'ai d'emblée dit qu'elle était mystérieuse et secrète. On essaiera quand même de distinguer certains traits dominants. Et puis enfin, nous verrons quel était son style de vie. Comment vivait Mozart? Comment il aménageait son emploi du temps, ses journées, d'accord? Voilà le plan que je vous propose. Amadeus. Alors, tout le monde dit Wolfgang Amadeus Mozart. Il ne s'est jamais appelé Wolfgang Amadeus Mozart. Il a signé une fois, vous m'entendez bien, en 36 ans de vie, Wolfgangus Amadeus Mozartus, parce qu'il aimait rigoler quand même. De même qu'en Italie, il signait Wolfgango
Amadeo de Mozartini. Vous voyez? Bon, donc, le Amadeus, on le met de côté. Il s'appelait Wolfgang Amadeus Mozart. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, regardez, ça c'est un extrait du programme de la flûte enchantée, établi par Emanuel Schikaneder, le librettiste et patron du théâtre à Oderwieden. Vous voyez bien ici, Die Musik ist von Herrn Wolfgang Amadeus Mozart. Mais pas Amadeus. Autre exemple, un livre allemand très sérieux, chez Breitkopf und Härtel, Leipzig. Bon, un auteur allemand de grande qualité, Constantin Fleuros, Wolfgang Amadeus Mozart. Donc Amadeus, vous le mettez dans le tiroir et vous parlez, s'il vous plaît, de Amadeus, c'est le nom qui était vraiment le sien. Alors ensuite, on nous dit, oui, mais il était un éternel enfant. Ah bon? Tiens, alors c'est quand même bizarre, parce que quand on regarde les personnes qu'il fréquentait, parmi les personnes qu'il fréquentait, il y en avait un qui s'appelait Otto von Gemmingen, que vous voyez ici sur l'écran. Alors Otto von Gemmingen le traitait d'égal à égal. Okay? Donc quand ils parlaient ensemble, ils étaient d'égal à égal. Ça apparaît clairement dans la correspondance. Eh bien, Otto von Gemmingen était chambellan, écrivain, dramaturge, et tenez-vous bien, il traduisait de l'anglais à l'allemand les pièces de Shakespeare, et il traduisait du français à l'allemand les écrits de Diderot et de Rousseau. Vous voyez un petit peu le niveau de la personne avec qui Mozart s'entretenait très régulièrement à Vienne. Par ailleurs, il était vénérable d'une loge maçonnique à Vienne, d'ailleurs la première loge que Mozart a intégrée en 1784, en décembre 1784. Donc vous voyez, faire de Mozart un éternel enfant, vous imaginez bien, alors, autre relation qu'il avait. Il était très proche du baron von Swieten. Le baron von Swieten, c'était le directeur de la bibliothèque impériale de Vienne, un des principaux conseillers de l'empereur Joseph II, franc-maçon émérite également. Il fréquentait Joseph von Sonnenfels, qui était un économiste de haut niveau, et qui était un des ministres de Joseph II, et qui était un penseur de haut vol. Il fréquentait également Ignaz von Born. Ignaz von Born, qui était donc, lui, un minéralogiste universitaire et vénérable de la plus grande loge maçonnique de Vienne, qui était une sorte d'académie des sciences maçonniques. Donc vous voyez un petit peu que ce film Amadeus, si vous voulez, avec toutes les qualités qu'on peut lui trouver, il est magnifique, mais on ne voit jamais Mozart discuter avec des personnes de ce niveau. Or, s'il arrivait à discuter avec des personnes de ce niveau, probablement qu'il n'avait pas le niveau de connaissance théorique et intellectuelle de ces personnes, mais en tout cas, il était capable de les écouter, d'apprendre en fait finalement, de progresser dans la pensée. Mozart était un homme des Lumières, ne l'oublions pas. Alors, autre cliché, si vous voulez, sur sa personne, alors il aurait été un coureur de jupons, invétéré. Il aurait eu des multiples relations avec ses élèves, avec toutes les chanteuses avec lesquelles il a travaillé, etc. Quelles sont les preuves? Aucune. Alors peut-être que, effectivement, une soprano magnifique, Nancy Storrs, etc., peut-être qu'il en pinçait pour certaines de ses cantatrices, mais on ne sait pas jusqu'où ça a pu aller, si vous voulez. Ce qu'on sait, c'est qu'il aimait profondément sa femme, Constance, qu'il appelait Stanzi. Elle l'appelait Wolferl. Quand on lit les lettres que Mozart envoie à sa femme, notamment en 1791, quand sa femme prend les eaux à Baden, eh bien, on voit un homme extrêmement amoureux, extrêmement jaloux aussi. Il lui dit surtout, sors pas trop tard le soir, fais attention à toi, etc. Et si tu m'aimais comme je t'aime, dit-il. Donc il est follement amoureux de sa femme, et il est à la fois amoureux sur le plan, j'allais dire, spirituel, mais aussi sur le plan charnel. On voit qu'il y a des lettres un peu coquines qu'il lui envoie, où manifestement il y a une entente charnelle parfaite entre les deux personnages. Alors après, autre cliché, si vous voulez, il serait mort dans la misère. Ah bon? Écoutez, alors son dernier appartement à Vienne faisait 150 mètres carrés. 6 pièces, 2 cuisines, un vestibule, un salon de musique et un salon de jeu. C'est une salle de jeu, puisque Mozart aimait beaucoup le billard. Donc il avait une salle de billard. Donc vous imaginez bien qu'un homme qui n'a plus le sou ne vit pas dans un appartement qui fait 150 mètres carrés, en plein cœur de Vienne, dans la Hohensteingasse. Certes, il avait des dettes. Il est mort avec des dettes, ça c'est vrai. 3000 florins à peu près. Mais il gagnait beaucoup d'argent. Simplement, on y reviendra sur son caractère, c'était un panier percé, c'est-à-dire que tout ce qu'il gagnait, il le dépensait. On verra comment. Autre cliché, si vous voulez, le jour de son enterrement, il y aurait eu une tempête de neige. Et cette tempête de neige aurait empêché
ses amis de l'accompagner jusqu'au cimetière Saint-Marc, qui était à environ 1 km, 1,5 km du centre-ville. Il y a un relevé de météorologie qui a été fait ce jour-là, temps humide et avec brouillard. Donc il faisait humide, mais il n'y avait pas de tempête de neige. Tout simplement, si vous voulez, à l'époque, on craignait les épidémies. Donc le corps de Mozart a été installé dans une aile de la cathédrale Saint-Étienne à Vienne pendant toute la journée. Et le soir, à la tombée du jour, une charrette est venue emmener son corps jusqu'au cimetière Saint-Marc, avec effectivement personne pour le suivre, puisque c'était interdit compte tenu du risque d'épidémie qui sévissait à l'époque. Donc vous voyez, ça sur sa personne, déjà, j'ai exhumé quelques petits clichés qui nous permettent déjà, effectivement, je vous l'avais dit tout à l'heure, de nettoyer nos lunettes et d'avoir une autre vision du personnage. Alors maintenant, sur sa musique, sur son œuvre, on va retrouver à peu près les mêmes choses. Sur son œuvre, si vous voulez, déjà, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, ah oui, Mozart, génie facile. Tout lui venait facilement en tête. Ah bon? Tiens, moi je lis sa correspondance, il nous dit « J'ai dû me donner du mal pour n'avoir plus maintenant à m'en donner. » Vous voyez? J'ai dû me donner du mal avant, pour n'avoir plus à m'en donner. Bon, ça veut dire qu'il a quand même beaucoup travaillé. Le génie sans travail, ça ne donne rien, premièrement. Deuxièmement, eh bien, dans sa correspondance, on lit que l'enlèvement au sérail, par exemple, lui a coûté beaucoup de peine, beaucoup de travail et de difficultés. L'enlèvement au sérail, ça a été un des premiers Singspiel. Il y a eu Bastien-Bastienne avant, mais ça a été un des premiers grands Singspiel, un grand succès d'ailleurs. Ça lui a coûté beaucoup de difficultés. Les quatuors dédiés à Joseph Haydn, il a beaucoup souffert pour composer ces quatuors, parce que d'abord, il voulait s'élever au niveau de Joseph Haydn, ce qui n'était pas évident. Joseph Haydn avait ses 60 magnifiques quatuors, et donc c'était une pression sur ses épaules, et il a dit qu'il avait beaucoup souffert, beaucoup transpiré pour composer ses quatuors. Donc vous voyez l'idée que Mozart était un génie facile et que tout lui venait facilement, il faut relativiser là encore. Alors après, on nous dit, oui, mais Mozart, c'est super. Moi, j'écoute Mozart au petit déjeuner, ça me détend, c'est facile, c'est léger, c'est virevoltant, c'est aérien, etc. Oui, effectivement, il y a du style galant chez Mozart, il y a de la légèreté, il y a de la facilité, il y a de la joie, il y a beaucoup de lumière, mais il y a aussi beaucoup d'ombre. Et cette part d'ombre, on l'oublie souvent dans la musique de Mozart. Par exemple, quand on compare Mozart à quelques autres compositeurs, et je vais en prendre deux, je vais prendre Bach et Beethoven. Quand on parle de Johann Sebastian Bach, qu'est-ce qu'on dit? On dit, c'est la grandeur, Bach. C'est la rigueur luthérienne. C'est le hiératisme. Les passions sont Saint Matthieu, les passions sont Saint Jean, etc. Les cantates. C'est la profondeur. Tout ce que Mozart n'aurait pas. Je serais tenté de dire que si, bien sûr, Mozart l'a aussi, tout ça. Vous retrouvez exactement tous ces items dans la musique de Mozart. Et je vous en donne juste un exemple musical, parce qu'on va écouter des extraits cet après-midi ensemble. Eh bien, je vous propose d'entendre le Kyrie eleison de la messe en ut, qu'il a créé donc le 26 octobre 1783 à l'église Saint-Pierre de Salzbourg. Sa femme tenait la partie de soprano. Et là, si vous voulez, ce Kyrie eleison, Jean-Victor Occard parle d'une humanité plongée dans l'accablement. On a ici, si vous voulez, une espèce de procession solennelle, grave, très profonde, digne de Jean-Sébastien Bach.
Quand on le compare à Jean-Sébastien Bach, on vient de voir un peu à quel niveau il pouvait se hisser, au même niveau de son illustre prédécesseur. Mais quand on le compare à Beethoven, on dit oui, mais Beethoven, d'accord, Beethoven c'est sérieux, c'est une volonté de dépassement, hein. C'est quelqu'un qui lutte en permanence contre les éléments, c'est quelqu'un qui a une force héroïque. Mozart aussi. Mozart aussi. Alors je vais vous donner 3 exemples. D'abord, un exemple d'une véhémence triomphante, l'ouverture d'Idoménée. Parce que chez Mozart, vous avez 2 types de véhémence, vous avez 2 types de puissance. Vous avez une puissance exaltée, exaltante, héroïque, et puis vous avez une puissance destructrice, tragique, sombre. Alors d'abord, Idoménée, l'ouverture de Idoménée, on est en 1781 à Munich. Et là, le prince électeur de Bavière lui demande de composer un opéra au théâtre Cuvilliés. Et là, qu'est-ce qu'il a à sa disposition ? Il a le Philharmonique de Berlin de l'époque. C'est-à-dire qu'il a les musiciens qui venaient de Mannheim, qu'il connaissait parfaitement, qui étaient les meilleurs musiciens de l'époque, avec des solistes absolument incroyables, des cordes vraiment d'une profondeur abyssale. Et donc là, il a à sa disposition un des meilleurs orchestres de l'époque. Et donc il va parfaitement en saisir toute l'opportunité, hein, parce que Mozart a été un grand orchestrateur aussi, un grand instrumentiste. Et donc écoutez par exemple cet orchestre, dès les premières mesures de l'ouverture, on a là effectivement une véhémence grandiose, hein, solennelle. Premier exemple donc de véhémence et de puissance, on pourrait même parler de force chez Mozart. Je vous propose un second exemple, donc là on se plonge en 1788, symphonie numéro 39, en mi bémol majeur. Alors le mi bémol majeur, hein, un musicologue italien, hein, Galeazzi, avait dit que c'était une tonalité solennelle, grave, sérieuse. C'est celle par exemple de la symphonie numéro 3, Eroica, de Beethoven. C'est celle du concerto pour piano numéro 5, dit l'Empereur, de Beethoven. C'est celle de La vie de héros, de Richard Strauss. Donc le mi bémol majeur n'est pas là par hasard. Effectivement, on a là, après une introduction lente, on a un premier thème viril, puissant, énergique, affirmé, quasi héroïque.
très bien où la musique de Beethoven plonge chez Racine. Il ira bien sûr plus loin, plus fort, mais les racines sont là. Alors on nous dit, oui, mais Mozart, c'est une musique facile. Ça ne prend pas la tête, c'est agréable, on est dans la musique galante, etc. Non, ça peut être difficile parfois. Ça peut être rugueux, ça peut être exigeant, ça peut être austère. Je vous propose par exemple d'écouter le premier mouvement du quintet en ré majeur, Köchel 593, composé en 1790. Là, on a effectivement des silences, on a des ruptures, on a des contrastes, on a une musique extrêmement tendue. Très exigeante pour l'auditeur. D'ailleurs, à l'époque, les quatuors de Mozart et les quintets étaient considérés comme de la musique beaucoup trop difficile. Vous entendez les dissonances, musique dissonante, qui ne cherche pas à réconforter l'auditeur. Au contraire, on est plus dans l'inconfort. Ça annonce les derniers quatuors de Beethoven, de façon assez saisissante. Alors oui, Mozart, léger, agréable, virevoltant, joyeux, et on nous dit même « Ah oui, mais ça a des effets thérapeutiques. Ça peut soigner les gens qui sont malades. » Ah bon? Écoutez, moi je lis Jean-Victor Occard, La pensée de Mozart. Mozart a composé une musique tout aussi poignante que celle des grands romantiques. Fin de citation. Donc sa musique n'a pas vocation à soigner qui que ce soit, elle peut éventuellement, dans la partie la plus joyeuse de son œuvre, ça peut pourquoi pas nous donner de l'énergie, de la joie et de la lumière, mais ce n'est pas la vocation première de la musique de Mozart. Mozart n'a pas écrit une musique pour soigner. La volonté, on le verra dans ma conclusion, c'est un souci d'élévation et d'élévation spirituelle. Alors, prenons un exemple de cette musique qui annonce les romantiques et qui est vraiment une atmosphère, si vous voulez, sombre, fiévreuse. Eh bien, début du concerto pour piano numéro 20, le préféré de Beethoven.
j'ai écrit effectivement, comme l'a dit Catherine tout à l'heure, un livre sur la flûte enchantée. J'ai essayé modestement de pénétrer le sens profond de cette œuvre. Et je me suis aperçu en fait que Mozart était à la fois Papageno et Tamino. C'est-à-dire qu'il est sensuel, il est joyeux, il est virevoltant, il est farceur, comme Papageno. Il aime la vie, comme Papageno. Et en même temps, il a une démarche, une quête spirituelle. Il a une volonté de progresser, de mieux connaître la place de l'homme dans l'univers. Il a effectivement une pensée profonde, celle de Tamino. Il est les deux. À quoi ressemblait-il ? Enfant, il était plutôt bien de sa personne. Hein. Il séduisait non seulement par sa capacité à improviser, à jouer avec un tissu sur le clavier, etc. Mais en même temps, il était effectivement très joli petit garçon. Voilà. Alors après, on a effectivement à peu près 25 portraits de Mozart. Et je vais vous présenter ceux qui, a priori, sont les plus ressemblants. Parce qu'il y en a qui ont été faits après coup et qui idéalisent un peu Mozart. Un de ceux qui seraient les plus ressemblants, mais pas forcément, c'est celui de Barbara Kraft, qui a été fait après coup, en 1819, sur la base de tableaux qui avaient été faits du vivant de Mozart quand il était adolescent. Il pouvait plus ou moins ressembler à ça. Mais on a des portraits qui sont plus fidèles et beaucoup plus ressemblants, me semble-t-il. Celui de Joseph Lange, son beau-frère, qui a eu l'heureuse idée de le peindre lorsqu'il était au piano en 1782-1783 à Vienne. Et là, on voit un être au regard perdu, inquiet. Vous voyez, un Mozart romantique, finalement. Autre portrait ressemblant, 1789, là aussi, qui aurait été croqué par Doris Stock à Dresde, au moment où Mozart se rend à Dresde. Et là, celui-là, il est moins, moins favorable. On voit qu'effectivement, il a les yeux assez exorbités, qu'il a un nez proéminent. Donc c'est un portrait qui serait assez fidèle, celui-là, par rapport à tous ceux qu'on a à notre disposition.
Mais finalement, à la fin de sa vie, dans les dernières années de sa vie, le teint devient jaunâtre, la peau boursouflée. Il a pris d'embonpoint à la fin de sa vie. Un dessinateur iranien, en 3D, a fait ce portrait assez saisissant, il faut le dire. Il en a fait de Beethoven aussi, il a fait d'autres compositeurs. Je crois que Mozart, à l'extrême fin de sa vie, ressemblait à ça. C'est-à-dire des traits tirés, un être fatigué par le travail, par les soucis d'argent, etc. Et on voit ce visage, effectivement, qui est quand même bien meurtri par les épreuves de la vie. On a des témoignages de l'époque, de ses proches. Alors d'abord, Nannerl, sa sœur, qui dit dans ses mémoires, « Je dois reconnaître que sa physionomie n'exprimait en rien le génie et l'esprit que le bon Dieu lui avait accordé. » Donc vous voyez, disons, un physique assez quelconque. Alors il était très petit, il devait faire 1m62, 1m63, très 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 petit. Michael O'Kelly, qui était un chanteur d'origine irlandaise, qui était un de ses meilleurs amis, témoigne en 1826, c'était un homme remarquablement petit, très maigre et pâle, avec une profusion de beaux cheveux fins dont il était très fier, parce qu'il portait rarement la perruque, il utilisait ses cheveux. Les témoignages donc de Sophie Heibel sont les suivants, avec son beau-frère également. Alors je vais vous lire le témoignage de Sophie Heibel. Alors Sophie Heibel, c'était sa belle-sœur. C'était la sœur de sa femme, Constance Weber. Donc Sophie Weber, épouse Heibel. Alors dans ses mémoires de 1825, elle parle de Mozart. La plupart des musicologues sérieux, autrichiens, allemands, considèrent que c'est un témoignage assez fiable, parce que c'est une femme, en plus, c'est émouvant, elle était à son chevet lorsqu'il est mort, Sophie Heibel. Elle était tellement proche de lui qu'elle a voulu absolument être là dans les derniers instants de sa vie. Il était toujours de bonne humeur, mais même au meilleur moment, il restait très songeur et vous regardait d'un œil tranchant. Il répondait soigneusement à toutes les questions, que le sujet en fût gai ou triste, et pourtant il semblait profondément absorbé dans quelque pensée tout autre. Même quand il se lavait les mains le matin, il faisait les 100 pas dans la pièce, sans jamais se tenir tranquille, frappant un talon contre l'autre et plongé dans ses pensées. Pendant ses loisirs, il était toujours passionné par la dernière mode, que ce fût le cheval ou le billard. Ses mains et ses pieds étaient toujours en mouvement. Il tapotait constamment sur quelque objet, par exemple son chapeau, ses poches, sa chaîne de montre, les tables, les chaises, comme s'il jouait du piano. Donc, vous voyez, on a ici le portrait d'un hyperactif bienveillant, voyez, qui répond à toutes les questions, qu'elles soient gaies ou tristes, qui est quand même connecté aux autres. Voyez. Bon. Alors, autre témoignage intéressant, son beau-frère, donc Joseph Lange, alors lui, c'était le mari de son premier amour, Aloysia Weber, parce que Mozart avait été follement amoureux d'une des filles Weber, Aloysia, qui était une cantatrice de très haut niveau. Malheureusement, cette femme ne s'intéressait pas à lui, donc ça a été une grosse déception amoureuse pour lui. Elle s'est mariée avec ce dénommé Joseph Lange, qui était peintre amateur. Et Joseph Lange, donc témoignage qu'on peut effectivement considérer comme étant sérieux, il écrit, je cite, dans ses mémoires, « Jamais, dans ses conversations et ses agissements, Mozart ne pouvait moins passer pour un grand homme que lorsqu'il était occupé à un ouvrage important. Alors, non seulement il tenait des propos confus, et sans suite, mais il faisait parfois certaines plaisanteries auxquelles on n'était pas accoutumé de sa part, allant jusqu'à se négliger intentionnellement dans sa conduite. Il semblait alors ne réfléchir et ne penser à rien. Ou bien, pour des raisons insondables, il dissimulait délibérément son angoisse intime, sous une apparence frivole. Ou bien, il se plaisait à provoquer un contraste brutal entre les idées divines de sa musique et celles que lui inspiraient les vulgarités de la vie quotidienne, et à se divertir d'une sorte d'ironie de soi-même. Je comprends qu'un artiste aussi éminent pût, par respect pour son art, négliger en lui l'individu et en quelque sorte se tourner lui-même en dérision. » Fin de citation. Il faut savoir que Mozart, de temps en temps, quand il écrivait à sa sœur ou à sa cousine, il signait Hans Wurst. Alors Hans Wurst, c'était un personnage comique, c'était un peu Papageno, si vous voulez. C'était l'arlequin autrichien qu'on voyait sur toutes les places des mairies, vous voyez. C'était le personnage rigolo par excellence. Il signait Hans Wurst. Donc il avait vraiment de l'autodérision, ce que n'avait pas Beethoven. Beethoven n'avait pas d'autodérision. Wagner non plus. Cette angoisse intime, si vous voulez, ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est l'angoisse intime. Vous voyez, Joseph Lange, son beau-frère, sent en lui une angoisse intime. On va prendre un exemple musical. Et ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est que cette angoisse intime, cette tristesse fondamentale chez lui, on la retrouve dès l'enfance, dès les premières symphonies. Sa première symphonie, 12 ans. 8 ans, première symphonie.
première symphonie à 8 ans. Eh bien, je vous propose d'écouter l'andante de la symphonie 5, qu'il a composée donc à 12 ans, et vous allez entendre cette tristesse vraiment importante de ce petit enfant qui compose cette symphonie. Donc cette tristesse que le jeune Mozart ressentait déjà à l'âge de 12 ans, vous imaginez bien que ça va le suivre toute sa vie. Je vous propose de nous projeter en 1790 et d'entendre la fin du premier mouvement du quintet dont nous avons entendu le premier mouvement tout à l'heure, dont je vous disais que c'était une musique extrêmement difficile. Et vous allez voir qu'à la fin de ce premier mouvement du quintet en ré majeur de 1790, on a un Mozart extrêmement sombre, presque on l'entend comme une prière. Ses qualités, parce qu'il avait, comme tout le monde, je vous l'ai dit, des qualités et des défauts. Alors, les qualités qui apparaissent, d'abord un haut niveau d'exigence. C'est-à-dire que Mozart a une haute conception de la musique. Et même dans ses œuvres de divertissement, dans les danses, dans les musiques de danse, de ballet, toute la musique galante qu'il a pu composer, il y a toujours un haut niveau d'exigence, d'abord vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de l'auditeur, et vis-à-vis de l'art musical en général. Un esprit vif,
une grande intelligence. Alors il avait une bibliothèque beaucoup moins fournie que celle de Beethoven, beaucoup moins fournie que celle de Wagner, on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'il a lu dans sa bibliothèque? On ne sait pas, hein, mais il avait quand même des livres dans sa bibliothèque. Il avait effectivement une intelligence vive et un esprit de répartie. Alors il y a un exemple célèbre parmi d'autres. Hein. Il y a une représentation de Don Giovanni à Vienne, d'accord? Et donc l'empereur assiste à la représentation de Don Giovanni. Et l'empereur lui dit, vous savez, Mozart, à la fin de l'opéra, il lui dit, vous savez, j'ai pas l'impression que cet opéra soit un plat au goût de mes Viennois. Et Mozart leur dit, ne vous inquiétez pas, sire, laissons-leur le temps de mâcher. Vous voyez. Bon, il fallait quand même oser dire ça à l'empereur. Hein. Voilà. Donc vous voyez, un être vif hein, qui rebondit sur les phrases des uns et des autres. Alors, les défauts, ils sont pointés par son père. Si vous voulez connaître les défauts de Mozart, vous lisez les lettres de son père. Alors le père n'arrête pas de lui dire « attention, attention, il ne faut pas que tu fasses ceci, il ne faut pas que tu fasses cela, etc. » Alors les défauts qui apparaissent dépeints par son père, on peut le croire, hein, le père, bon, orgueilleux, oui, il a conscience de son génie, donc il est orgueilleux, voire vaniteux, trop spontané dans les échanges. Hein. C'est-à-dire qu'il s'adresse à des hauts aristocrates comme il s'adresse à la femme de chambre. Donc il y a quand même un problème. Donc il est beaucoup trop spontané. Ça lui est reproché. Il est instable. Vous imaginez quand même qu'il a vécu 10 ans à Vienne, il a déménagé 20 fois. Bon, ça fait quand même beaucoup. 20 déménagements en 10 ans, il n'est pas très stable. Il est influençable. Son père lui dit « mais arrête de te faire influencer par les uns, par les autres, etc. » Bien, il s'éparpille un petit peu. On va le voir dans son emploi du temps. Et puis alors surtout, le défaut majeur, c'est un panier percé. C'est-à-dire qu'il gagnait ce que gagnait, on pourrait dire aujourd'hui, si vous voulez, un patron de l'industrie et du commerce. Où il gagnait, en gros, hein, le revenu moyen d'un haut fonctionnaire, mais d'un très haut fonctionnaire. Donc il gagnait bien sa vie, mais il dépensait tout. Même plus que ce qu'il gagnait, hein, d'où des dettes. Voilà, donc il dit d'ailleurs en 1782, il a cette phrase hein, dans ses lettres, « Je voudrais avoir tout ce qui est bon, pur et beau ». Voilà, donc tout est dit. Bon, ça a un coût, hein, forcément. Dans sa personnalité secrète, hein, je vous l'ai dit, mystérieuse, on n'arrivera jamais à la cerner, hein, quelque chose qui nous échappe. Je crois que c'est Hermann Hesse qui parle d'un mystère magique. À propos de la personnalité de Mozart, il dit c'est un mystère magique. Hein, c'est une énigme qu'on n'arrivera jamais à percer. Mais il y a deux pôles, si vous l'avez bien compris. Il y a la joie et la tristesse d'un côté, et puis il y a aussi, me semble-t-il, sur un plan plus géographique, si vous voulez, deux pôles qui sont importants. Le premier, c'est l'italianité, l'Italie. N'oublions pas que Mozart a fait 3 séjours en Italie, qu'à l'époque, l'Italie, c'était le paradis de l'opéra, le paradis de la musique. Et Mozart a été profondément influencé par ses séjours en Italie, d'autant plus qu'il a eu un professeur émérite qui s'appelait le Padre Martini, à Bologne, qui lui a enseigné le contrepoint, qui lui a inculqué ce haut niveau hein, d'exigence et de cette haute vision de la musique. Et donc, si vous voulez, il se sentait italien, d'autant qu'effectivement, il signait, je vous l'ai dit parfois, hein, Wolfgango Amadeo dei Mozartini, et qui parlait parfaitement l'italien. Donc Mozart, si vous voulez, était imprégné à la fois de ces lumières de l'Italie, vous voyez, les couleurs des villes italiennes, hein, le baroque italien, et en même temps, le chant italien, le chant napolitain, le chant des personnes qui sont à Venise, vous voyez, des gondoliers hein, à Venise, qui fascinaient tant Wagner et Nietzsche également. Eh bien, je vous propose. Alors, il était à la fois italien, alors je vais y venir, hein, et puis il était à la fois aussi très allemand. Vous voyez, à un moment, dans une de ses lettres, il dit « L'Allemagne, ma chère patrie ». Dans beaucoup de ses lettres, il dit « Je suis allemand ». Jamais vous trouverez une lettre où il dit « Je suis autrichien ». D'abord, l'Autriche, à l'époque, ça n'existe pas vraiment, d'autant que Salzbourg, n'oublions pas qu'à l'époque où Mozart était vivant, Salzbourg est une principauté ecclésiastique indépendante, membre du Saint-Empire romain germanique, donc Mozart ne s'est jamais senti autrichien. Son père était né à Augsbourg, donc pur allemand. Alors certes, sa mère était née sur les bords du Wolfgangsee, pur Salzkammergut, mais disons qu'il s'est toujours senti allemand, profondément allemand, et son souhait, sa volonté a été toujours hein, de composer des opéras en allemand. Dès Bastien-Bastienne, mais surtout l'Enlèvement au sérail qui a été un grand succès, alors surtout la flûte enchantée, alors là on n'en parle pas, la flûte enchantée qui a été un énorme succès, et Mozart voulait absolument toucher le cœur du plus grand nombre en utilisant la langue vernaculaire, la langue allemande. Alors je vous propose 2 illustrations musicales, à la fois de cette vocalité italienne et de cette sensibilité germanique. Nous allons d'abord entendre un extrait magnifique du Don Giovanni, Dalla sua pace, Don Ottavio. Alors Don Ottavio, c'est l'amoureux transi de Donna Anna, mais Donna Anna, elle
elle aime finalement, elle est fascinée par Don Giovanni, mais ce Don Ottavio a un amour qui n'est pas un amour-passion, c'est un amour vrai, pur, hein, sans excès, vous voyez, à l'inverse de Don Giovanni. C'est l'antipode de Don Giovanni. Et c'est un des plus beaux airs d'amour que Mozart ait composé dans le Don Giovanni, dans la version viennoise donc de 1788. Donc d'abord l'italianité, et après nous écouterons le caractère très allemand de sa musique. Au fond, ça a été le plus italien des compositeurs allemands. Alors, je vous propose de passer à la seconde partie, à la troisième partie, pardon, sur son style de vie. Comment vivait Mozart? Quel était son quotidien? Eh bien, on a une lettre de son père de 1785, au moment où son père vient lui rendre visite dans la maison qu'on appelle la Figaro House maintenant, non loin de la cathédrale de Vienne, qui est devenue aujourd'hui
le Mozartmuseum, hein, on peut la visiter à Vienne. Hein. Donc le père est très surpris du confort dans lequel vit son fils, deux femmes de chambre, un cuisinier, etc. Bon, et alors il écrit « Nous ne nous couchons jamais avant 1h du matin. Ne nous levons jamais avant 9h. Déjeunons à 2h, 2h30. Tous les jours, académie. » Alors les académies, c'est des concerts. Hein. Tous les jours, concerts. Toujours du bruit, de la musique, quelque chose à écrire, etc. Il est impossible de décrire les tracas et l'agitation depuis que je suis ici. Le pianoforte de ton frère, parce que là il s'adresse à sa fille, donc à la sœur de Mozart, le pianoforte de ton frère a été transporté au moins 12 fois, de la maison au théâtre ou dans une autre maison. Vous voyez, c'est un mouvement permanent dans la maison, ça va et ça vient en permanence. Bien. Alors, Mozart, lui, le 13 février 1782, il écrit donc une lettre dans laquelle il parle de son emploi du temps. Alors il dit « Je suis toujours coiffé dès 6h du matin. À 7h, je suis complètement habillé. J'écris jusqu'à 9h. De 9h à 13h, je donne des leçons. » Il avait en général 3, 4, 5 élèves. Hein. Puis je mange, si je ne suis pas invité. Et dans ce cas, on déjeune vers 14 ou 15h. Je ne peux retravailler avant 17 ou 18h. Et souvent, j'en suis empêché par une académie, par un concert. Sinon, j'écris jusqu'à 21h. Et puis avant d'aller me coucher, je le fais souvent jusqu'à 1h du matin, pour me relever à nouveau à 6h. On peut comprendre qu'il était fatigué à la fin de sa vie. Hein. Sans compter quand même qu'il a voyagé un tiers de son existence. Alors, surtout dans les premières années, mais Mozart a passé un tiers de son existence, donc 10 ans, à voyager. Et dans des conditions, vous imaginez, qui n'étaient pas aussi confortables qu'aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui est intéressant quand on étudie la personnalité de Mozart, c'est qu'on voit effectivement une grande variabilité d'humeur. On l'entend ici dans sa musique. Cette variabilité d'humeur, si vous voulez, elle est très intéressante. Parce que quand vous êtes capable effectivement de passer d'une humeur à une autre sur le plan personnel, bien vous êtes capable de vous projeter dans la personnalité profonde, dans la psyché profonde de chacun des personnages de vos opéras. C'est pour ça que Goethe a dit que c'était le plus grand dramaturge après Shakespeare. Goethe a eu cette phrase, il a dit « S'il y en a un qui aurait pu composer la musique de mon Faust, c'est Mozart. » Donc vous voyez, ça a été effectivement Mozart. Finalement, Mozart n'a jamais innové. Il n'a pas innové, à l'inverse de Beethoven ou de Wagner. Mais Mozart a excellé dans tous les genres. Il n'y a pas un genre où il n'a pas excellé. Et le genre où il a le plus excellé, il a excellé dans tous les genres, mais le genre où il a le plus excellé, c'est bien sûr l'opéra. Parce que là, il a cette capacité, comme disait Jean-Victor Hocquart, de dépeindre musicalement l'action intérieure. Dans un opéra, vous avez une action extérieure. L'histoire, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a un prince qui tombe amoureux d'une princesse, etc. etc. D'accord. Oui, mais qu'est-ce qu'il pense à l'intérieur? Eh bien ça, Mozart se niche dans la psyché de chacun de ses personnages et exprime de façon sublime, par sa musique, ce que chacun de ses personnages ressent au plus profond de lui-même. Voilà le génie de Mozart. J'arrive à la conclusion parce que ce que j'aimerais, c'est que vous me posiez des questions et qu'on puisse ensemble échanger, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Mozart. Alors, je voudrais quand même vous montrer un schéma. Il y a un schéma sur lequel je suis passé un peu vite. Vous avez deux axes, un axe vertical, un axe horizontal. L'axe vertical, eh bien, c'est cette gravité qu'on a entendue dans certaines œuvres, hein, et puis la légèreté dans de nombreuses de ses œuvres. Alors, j'ai peu insisté sur l'aspect léger de sa musique, parce que vous la connaissez, hein, le concerto pour flûte et harpe, etc. Bien entendu qu'il y a la légèreté dans la musique de Mozart.
Mais je voulais insister là-dessus, sur le caractère effectivement plus sombre, plus tragique de Mozart. Et puis vous avez un autre axe, en fait, si vous voulez, qui va effectivement, l'axe horizontal, qui va de la tendresse, de la douceur, de la sensualité, à la puissance, à la véhémence. Et au fond, sa musique oscille en permanence entre ces deux axes. Et puis alors, la phrase de Nicolaus Harnoncourt, qui est quand même intéressante, sur laquelle j'étais passé, eh bien, effectivement, Mozart est le grand compositeur sur lequel on sait le plus de choses, et c'est pourtant celui qui reste le plus mystérieux. Fin de citation. Alors, sur lequel on sait le plus de choses, oui et non. Parce que d'abord, dans sa correspondance, on a quand même 7 volumes, chez Flammarion, il y a beaucoup de lettres qui ont disparu. Sa femme, à son décès, a supprimé certaines de ces lettres. Pour quelle raison, on ne sait pas trop. Mais il y a pas mal de lettres, ça c'est attesté par la musicologie allemande et notamment par le Mozarteum de Salzbourg, où je me suis rendu, il y a des lettres qui ont disparu, mais en quantité importante. Mozart ne se dévoile jamais vraiment dans ses lettres, jamais vraiment, sauf dans les dernières années, où là, par exemple, il dit à sa femme est partie prendre les eaux à Baden, il dit, tu sais, je ressens un vide profond, loin de toi. Il y a quelques confessions intimes comme ça, mais très peu finalement dans sa correspondance. Alors en conclusion, si vous voulez, je vous dirais que finalement, s'il fallait caractériser Mozart, au-delà des clichés qu'on peut lire ici ou là, c'est, me semble-t-il, le désir d'élévation qui irrigue toute son œuvre. Et là, il s'affirme comme un homme des Lumières. Je lis dans une de ses lettres, au Padre Martini, justement, son fameux professeur qu'il admirait beaucoup à Bologne. Il lui écrit donc en 1776 « Nous vivons en ce monde pour apprendre avec une ardeur toujours plus grande, pour nous éclairer les uns les autres, au moyen d'entretien, et pour nous efforcer toujours de faire progresser davantage les sciences et les arts. » Fin de citation. Alors je vous ai dit, on parle du divin Mozart. Il était divinement humain. Je crois que dans les dernières œuvres, Tamino nous dit beaucoup qui il était, même si la veille de sa mort, il fredonne l'air de Papageno du premier acte. C'est sa femme qui le dit, Der Vogelfänger bin ich ja. Mais au fond, il est Tamino profondément. Parce que Tamino, à l'acte 1, le grand prêtre lui demande ce qu'il vient chercher dans le château de Zarastro. A priori, il vient pour délivrer Pamina, dont on lui a monté le portrait, dont il est tombé immédiatement amoureux. Mais Tamino a cette réponse. Il ne lui dit pas « je viens délivrer Pamina », non du tout. Il lui dit « je viens chercher l'amour et la vertu ». Je viens chercher l'amour et la vertu, la sagesse. Ça, c'est intéressant. Et puis, à l'issue de cet entretien avec le grand prêtre, il se met à genoux. Et il dit cette phrase incroyable, métaphysique, « Quand verrai-je la lumière ? Quand la lumière viendra-t-elle à moi ?» Parce que je crois que Mozart, c'est ce que dit Jean-Victor Oka, il parle de la démarche de la quête. Mozart, c'était un être qui, toute sa vie, a été en quête de lumière. Et puis, bien sûr, l'amour. L'amour est au centre de tous ces opéras, sans exception. Même la flûte enchantée, dont certains disent que c'est un opéra maçonnique, etc. Mais le grand Nicolaus Harnoncourt, on lui avait posé la question, on lui avait dit « c'est quoi la flûte enchantée, maître ?» Il avait dit « liebe, 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 amour, amour, amour ». Et il avait raison. Et là, l'amour, si vous voulez, il y a quand même, alors dans son journal, enfin, c'est pas son journal, c'est son livre d'or, parce que Mozart tenait un livre d'or. Et toutes les personnes qui venaient chez lui écrivaient un petit mot en remerciement. Et dans son livre d'or, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve une phrase absolument magnifique, et qui n'était pas écrite par hasard, par son ami Emilian Gottfried von Jacquin, qui était un de ses proches. Et cette phrase, en fait, elle est écrite par Jacquin, mais elle correspond parfaitement à l'esprit de Mozart. Mozart aurait pu l'écrire, cette phrase. Elle figurait dans son livre d'or. Je vous la lis. « Le vrai génie sans cœur est un non-sens. Car ni intelligence élevée, ni imagination, ni toutes deux ensemble ne font le génie. Amour, 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 voilà l'âme du génie. » Fin de citation. Eh bien, pour conclure en musique et avant de répondre à vos questions, je vous propose un extrait qui montre à quel point
dans la musique de Mozart, le profane et le sacré sont étroitement mêlés. Que ce soit dans les concertos pour piano, dans certains andante et des concertos pour piano, où il y a une atmosphère profondément religieuse, que ce soit dans ses quatuors, dans ses quintettes, mais aussi dans ses opéras. Et là, il y a une scène, si vous voulez, la scène finale des Noces de Figaro, où le comte démasqué, victime d'un complot, d'une conspiration pour le démasquer, justement parce qu'il en pince pour la soubrette, eh bien, il demande pardon à la comtesse. Cette comtesse qui est meurtrie de voir son mari vouloir s'encanailler avec la soubrette, alors qu'elle est folle d'amour pour lui. Et à la fin, il lui demande pardon. Et là, la musique, effectivement, devient sacrée. Elle prend une dimension religieuse. Eh bien, je vous propose de conclure en musique cet extrait des Noces de Figaro, où le sacré et le profane s'entremêlent de façon absolument sublime. Voilà, j'en ai fini, c'est sur ce baiser que nous en terminerons, en tout cas pour mon intervention. Et bien sûr, je me tiens à votre disposition avec plaisir si vous avez des questions, des observations, des ressentis ou des ajouts que vous auriez apportés. Oui, madame bon, écoutez, pardon ? Ah oui, alors la question de madame, c'est au fond, quelles étaient les relations entre le père Léopold et le fils Wolfgang ? Et est-ce que le fils aurait finalement vendu ou revendu oui, des partitions de son père? J'ai beaucoup lu sur Mozart, faites-moi confiance, mais j'ai jamais lu ça. Donc peut-être que je suis passé à côté de l'information. Ce qu'on peut dire, si vous voulez, parce que ça, à la limite, bon, Mozart avait, dans la correspondance de Mozart et de son père, hein, l'argent est très important. L'argent, c'est quelque chose qui revient, l'argent, et l'honneur. Hein, c'est les deux mots-clés, l'argent et l'honneur. Alors, pour revenir sur la relation entre le père et le fils, on pourrait faire 5 conférences d'1 heure sur le sujet. D'abord parce que dans la correspondance, il y a plus de lettres du père que du fils, quasiment. Et les lettres du père sont plus longues. Et la relation entre le père et le fils, comme souvent d'ailleurs, dans la plupart des cas, est extrêmement complexe. Ce qu'on peut dire,
c'est que sans son père, Mozart ne serait pas devenu ce qu'il est. Ça, c'est clair. Le père, qui était un homme des Lumières, qui était un homme extrêmement rigoureux, pieux, même s'il n'aimait pas trop les curés, mais pieux, religieux, lui a enseigné tout, puisque le jeune Mozart n'est jamais allé à l'école. Hein. C'est le père de Mozart qui lui a enseigné le latin, les mathématiques, la musique, le français, etc. etc. Hein. Donc le jeune Mozart a été éduqué par son père, et bien éduqué, sans compter que les voyages qu'il a faits grâce à son père dans la plus tendre enfance lui a permis de s'ouvrir l'esprit et de découvrir d'autres cultures, d'autres langues. Vous voyez, c'est une richesse absolument incroyable. Donc le père, en fait, finalement, qui était un bon compositeur, hein, il a composé une 50aine d'œuvres, des symphonies. D'ailleurs, la symphonie des jouets, dont on dit qu'elle est de Haydn, non, elle est de Léopold Mozart. Eh bien, le père s'est sacrifié, on peut dire ça, le père s'est sacrifié pour ses deux enfants, et notamment pour Wolfgang. Ça, c'est une chose certaine, il y a consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, il a cru en son fils, parce qu'à l'inverse du père de Beethoven, si vous voulez, qui lui empêchait de composer, le père de Mozart, lui, a tout fait pour développer les talents de composition de son fils. Donc il a joué un rôle essentiel, mais il est certain que, comme souvent dans les relations entre père et fils, si vous voulez, le fils qui a eu cette phrase, il a dit « après Dieu vient papa ». Donc après Dieu, c'est papa. Donc ça veut dire qu'il le plaçait très haut. Bon, mais attention, le problème c'est que quand il a voulu devenir un peu plus indépendant et qu'il s'est installé à Vienne en 1781, qu'il s'est marié sans l'autorisation de son père, d'accord, eh bien, le fils a commencé à prendre un petit peu d'indépendance, voire beaucoup. Il faut quand même savoir qu'entre, par exemple, 1787 1782 et 1787, en 5 ans, Mozart n'a vu son père que 2 fois. Donc les relations s'espacent. Alors il continue à lui écrire, certes, mais il prend ses distances. Il prend ses distances parce que le père n'arrête pas de l'admonester. Il n'arrête pas de lui dire « il faut que tu gagnes de l'argent, il faut que tu trouves un poste stable, il faut que tu arrêtes de rigoler, etc., etc. » Donc au bout d'un moment, le fils, si vous voulez, il en a un peu assez. Il n'envoie pas promener son père, hein, pas du tout, ce n'était pas l'objet à l'époque. Mais parfois, il lui dit des choses, il écrit des choses que son père a envie d'entendre. Vous voyez. Bon, par exemple sur Dieu, hein, ou sur la mort, etc. Hein. Donc les relations sont très complexes. Franchement, ça ferait l'objet d'une conférence passionnante d'ailleurs. Hein. Il faudrait reprendre toute la correspondance entre les deux. Mais on peut dire ça. Voilà ce que je peux vous en dire pour le peu que je connais du sujet. Ça a été un grand musicien. Il était vice-Kapellmeister de la cour de Salzbourg. Il était compositeur. Mais il est resté toute sa vie à Salzbourg. Enfin, en dehors des voyages qu'il a fait quand ses enfants étaient jeunes. Après, il s'occupait plus de sa fille et de son petit-fils. Parce que sa fille a eu un petit-fils qui s'appelait Léopold, comme lui. Hein. Et il s'en est occupé. Mais il est mort très jeune. Bon. Donc, beaucoup de frustration, de tristesse. Hein. Cet homme est mort dans la solitude, hein, le père de Mozart, et un peu marri quand même que son fils ne lui accorde pas plus d'intérêt, hein, et d'importance. Mais le fils a toujours continué à lui envoyer ses œuvres pour avoir l'avis de son père. L'avis de son père comptait énormément. Alors là, Salieri, bon, vous avez vu le film Amadeus. Alors on fait de Salieri l'ennemi juré, même s'il l'admire, hein, mais l'ennemi juré qui veut la mort de Mozart, qui est jaloux, envieux, qui... Bon. Non, non. Alors déjà, si vous voulez, cette histoire remonte à Pouchkine. C'est Pouchkine, le poète russe, hein, dans les années 1820, qui a fait une pièce de théâtre sur le fait que Salieri aurait assassiné Mozart. Bon, bref. Alors après, si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est que Mozart et Salieri... D'abord, Salieri était le compositeur officiel de la cour, le Hofkapellmeister, un poste que Mozart aurait rêvé d'avoir, bien payé, etc. Mais malheureusement, non, c'est Salieri, comme beaucoup de compositeurs italiens à l'époque, qui étaient les vedettes partout en Europe. Hein. Donc, Salieri était déjà un compositeur bien installé. N'oublions pas, par exemple, qu'il a composé 40 opéras et que la Scala de Milan a été inaugurée par Salieri, par un opéra de Salieri, la Scala de Milano. Bon, Salieri, donc, c'est un grand compositeur. Donc Mozart, en fait, en était un peu jaloux, finalement. Jaloux de son statut social. Bon. Alors après, est-ce qu'il y avait une lutte entre eux? Oui, il y avait des petites rivalités, si vous voulez, des petites querelles, des petites cabales, mais qui n'allaient pas chercher très loin. Parce que, j'en veux là pour preuve, la correspondance de Mozart. Que nous dit Mozart en octobre 1791? Il dit « Je me suis rendu au Théâtre der Wieden, où a été créée la première de la flûte enchantée, avec Salieri et la Cavalieri. » Alors la Cavalieri, c'était la Castafiore de l'époque, si vous voulez, c'était la maîtresse de Salieri. Bien. Donc Salieri se rend au Théâtre der Wieden avec Mozart et avec la Cavalieri.
Et il lui dit, en écoutant l'opéra, « Bravo, bello, bellissimo !» Mais il dit à Mozart, « Mais cet opéra est magnifique, il devrait jouer devant les plus grandes cours d'Europe. » Alors Mozart, qui était très orgueilleux, vous imaginez, avec tous ces compliments de Salieri, il est tout content. Bon. Donc, vous imaginez bien que s'il y avait une rivalité à mort entre les deux, vous imaginez qu'il serait allé au théâtre der Wieden le 17 octobre 1791 écouter son opéra avec lui? Bon. Et puis, un autre élément intéressant, c'est qu'à la mort de Mozart, sa veuve, Constance, envoie Frank Xaver, donc son fils cadet, prendre des leçons de chant avec Salieri, parce que Salieri était professeur aussi, il a été le professeur de Beethoven aussi. Donc si vous voulez, cette histoire de rivalité à mort entre Salieri et Mozart, ça ne tient pas debout une seule seconde. Ce film, c'est la vision que Miloš Forman avait de Mozart, mais ça n'est pas Mozart. C'est ça le problème, c'est une toute petite partie, parce que Mozart était farceur, oui, il aimait les farces, il aimait le jeu de mots, il aimait les calembours, bon, etc. Mais il ne passait pas sa vie à rigoler. Attendez, vous imaginez quand il était en loge maçonnique, là, avec Ignaz von Born, etc., il faisait des concours de paix et qu'il sautait sur les chaises. Il avait les gants blancs, l'épée, vous voyez, et il était entouré de l'élite intellectuelle viennoise. Donc là, on ne le voit pas dans le film, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc il faut faire attention, ça n'est qu'un film magnifique, au demeurant, sublime, hein, mais ça n'est pas un reportage, c'est un film. Mais là encore, c'est une erreur historique grave, si vous voulez. Salieri n'était absolument pas au chevet de Mozart au moment où Mozart compose le Requiem. C'est Süssmayr, l'élève de Mozart, qui l'avait d'ailleurs aidé à faire les récitatifs de la Clémence de Titus, parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps, qui l'a aussi aidé à recopier les partitions de la flûte enchantée. Süssmayr, c'était un de ses proches, un des élèves les plus proches de Mozart, qu'il n'aimait pas trop d'ailleurs, entre parenthèses, mais enfin c'était son élève, il le soupçonnait d'ailleurs d'avoir des liens, une liaison avec sa femme, Constance, mais quand ils étaient à Baden ensemble, parce qu'il l'accompagnait à Baden, il faut lire ses lettres, hein, il est très jaloux. Et donc, si vous voulez, Salieri n'a jamais participé et assisté aux derniers moments, aux dernières heures de Mozart. Ceux qui étaient là, c'était ses amis chanteurs, Frank Xaver Girl, qui était notamment le Zarastro, les chanteurs qui chantaient dans la flûte enchantée, qui étaient parmi ses proches, Sophie Hebel, et puis sa femme, bien sûr, hein, et puis Süssmayr. Mais Salieri n'a absolument pas assisté aux derniers instants, aux derniers jours de Mozart, jamais. Non. Salieri était bien trop occupé pour ça. Par contre, il est venu se recueillir à l'église, enfin à la cathédrale Saint-Étienne, devant le corps de Mozart. Parce qu'il admirait. Bien sûr. De même que Joseph II, parce que Joseph II jouait du clavecin, il jouait du violoncelle, il avait l'oreille musicale, et Joseph II lui a jamais, lui donné la possibilité d'avoir un poste à la hauteur. Il a eu un petit poste subalterne en 1790, hein, c'était compositeur de la chambre impériale, bon, très mal payé, beaucoup moins bien payé que ce salaire que Gluck avait pour le même poste. Donc Mozart en était un peu mari. Mais Joseph II, si vous voulez, qui était un peu radin, admirait bien sûr Mozart et savait bien à quel point il était génial. Il s'en était très vite aperçu. C'est que Mozart n'aimait pas Salzbourg, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Mozart, si vous voulez, il faut imaginer, il se sentait à l'étroit à Salzbourg. Il le dit, hein, Salzbourg c'est bien, mais ok, il y a une chapelle impériale, il y a une cathédrale, il y a un orchestre, mais il n'y a pas d'opéra. Il y avait un théâtre, mais enfin bon. Donc si vous voulez, c'était trop petit pour lui, il se sentait à l'étroit. Il voulait quand même s'exprimer et vivre une vie moins provinciale, vous voyez, et la grande ville de Vienne qui était la grande capitale. Alors c'est très émouvant parce qu'il a eu donc 6 enfants, il n'y en a que 2 qui ont survécu, d'accord ? Donc un qui s'appelait Carl Thomas, l'aîné, qui lui était excellent pianiste amateur et qui est mort sur les bords du lac de Côme, à Bellagio. Il était haut fonctionnaire. Donc un de ses fils était haut fonctionnaire, parce qu'à l'époque, le nord de l'Italie était propriété des Habsbourg, okay, donc il était un peu sous-préfet, si vous voyez, et il était excellent pianiste amateur. Il est mort à l'âge à peu près de 35-40 ans, sans descendant. Donc ça, c'était l'aîné, Carl Thomas, celui avec lequel il va écouter la flûte enchantée au mois d'octobre, et qui lui dit, tu vois, Carl, ce que ton père a pu composer. Il est tout fier de montrer ça à son fils. Et l'autre, le plus jeune, Frank Xaver, lui, il est devenu compositeur. Alors vous imaginez,
quand vous êtes compositeur et que vous vous appelez Mozart, l'héritage est quand même lourd à porter. Excellent pianiste, il a composé d'ailleurs des concertos pour piano. Il a été précepteur à Lviv, à l'époque c'était Lemberg, hein. C'est l'Ukraine aujourd'hui. Hein. Il a vécu là, et même chose, il est mort assez jeune, sans descendants. Donc les deux fils n'ont pas eu d'enfants. Le nom de Mozart est tombé dans le domaine public. Donc vous avez des bières Mozart, vous avez des chocolats Mozart, vous avez... Je crois que c'est la 27e marque mondiale. Hein. Vous pouvez faire n'importe quoi, mettre Mozart, c'est dans le domaine public. Et ça se vend bien. Alors, j'ai vu la partition du Requiem dans la bibliothèque impériale, celle où d'ailleurs Mozart se rendait tous les dimanches matins avec le baron von Swieten. Elle était exposée là. Les partitions sont pour la plupart, donc, 1 au Mozarteum de Salzbourg, 2 à la bibliothèque prussienne de Prusse. Juste à côté, si vous connaissez Berlin, vous avez l'université Humboldt, et à côté, vous avez la Preußische Bibliothèque, quelque chose comme ça. Hein, et là, vous avez les partitions. Beaucoup de partitions, celle de la flûte enchantée par exemple, est à Berlin. Vous avez d'ailleurs aussi celle de la 9e de Beethoven qui est là. Ils ont des belles partitions. Patience sont dans Saint-Mathieu aussi là-bas. Donc vous avez à Berlin aussi un peu, et un peu aussi, je crois, à Vienne au Musikverein. Hein. Voilà, c'est là que... Oui, bien sûr, oui. Alors il avait quand même, je vous ai dit qu'il n'avait pas une écriture facile, enfin il n'avait pas l'improvisation facile, mais son écriture était très fluide. Hein. Peu de ratures, très peu de ratures, à l'inverse de Beethoven qui raturait partout. Les idées lui venaient, les thèmes lui venaient, et il les transcrivait assez facilement, essentiellement pendant la nuit. Vous avez vu que son emploi du temps était tellement chargé, sans compter qu'il jouait au billard, il jouait aux quilles, il faisait 1 heure d'équitation tous les matins quand même. Hein. Ah oui, parce qu'il fallait bien qu'il se détende et qu'il fasse du sport. Bon, donc vous voyez, il a vendu son cheval dans les derniers mois de sa vie, en 1791. Donc il avait beaucoup d'activités, et donc il composait beaucoup la nuit. Hein. Donc les thèmes lui venaient dans la journée, et la nuit, il transcrivait effectivement avec une facilité effectivement relativement déconcertante, mais avec avant un travail en amont énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vous l'ai dit, hein, le génie sans travail, ça ne débouche sur rien. Hein. Il était génial, mais il a beaucoup travaillé. Alors, ça c'est très bien, c'est une très bonne question. Il faut savoir que Mozart s'intéressait de très près à ses livrets. Après tout, on pourrait dire pour un compositeur, moi je suis compositeur, j'écris la musique, après le livret, c'est pas mon problème. Non, pas du tout. Lui, il accordait une grande importance au livret, à la structure du livret, à sa précision, à sa façon de camper effectivement psychologiquement les personnages. Donc par exemple, lorsqu'il compose justement, je crois, l'enlèvement au sérail, il y a un échange de correspondance avec l'abbé Varesco, qui était le librettiste, et donc il lui dit non, ça il faut changer, ça va pas, c'est trop long, c'est trop court, c'est pas assez percutant. Mozart était un homme qui aimait le théâtre, donc pour lui les paroles étaient très importantes, voyez. Et donc il a travaillé avec d'excellents librettistes. Le meilleur, ça a été Da Ponte, bien sûr. Alors là, Da Ponte, c'était un librettiste de très haut vol, un homme qui avait une vie dissolue, hein, incroyable, bon, un peu à la Casanova, vous voyez, mais un librettiste de très très haut vol qui lui a permis effectivement... Parce que moi, si vous voulez, comme j'ai travaillé sur la flûte enchantée, il y a des gens qui disent « Ah ben la flûte enchantée, oui, c'est un opéra magnifique, mais le texte vaut rien. C'est une fumisterie. » Alors moi, je dis attention, d'abord, s'il avait qu'un seul mérite, ce texte, c'est qu'il a permis à Mozart de déployer sa plus belle musique. Et puis Schikaneder n'a jamais eu la prétention d'être Shakespeare, ou même d'être Da Ponte. Mais par contre, le texte tient la route quand même, et Mozart n'aurait jamais accepté d'écrire un opéra sur un livret qui ne tenait pas la route. Voilà. Donc, vous savez, l'opéra, hein, c'est l'opéra de Richard Strauss, Capriccio. Hein. On dit à la comtesse, il faut choisir entre le livret et la musique. Elle dit, je ne peux pas choisir. Je ne peux pas. Les deux sont intimement liés. Le texte et la musique sont liés dans l'opéra. Mozart adhère à la franc-maçonnerie en 1784, en décembre 1784. Il fut toute sa vie, la vie qui lui reste, hein, un franc-maçon assidu, convaincu, prosélyte, puisque lorsque son père vient à Vienne en 1785, il le fait entrer dans sa loge, et il fera aussi également entrer dans sa loge son ami, et génial ami, Joseph Haydn. Donc si vous voulez, la franc-maçonnerie pour lui c'était très important.
Alors, comme le dit Alfred Einstein, le cousin de Albert Einstein, il dit au fond, la pratique maçonnique de Mozart, qui était réelle, n'était pas incompatible avec son credo catholique, en tout cas avec sa culture catholique. Il prend l'image de deux sphères concentriques. Vous avez la première sphère concentrique, la culture catholique de Mozart, puisque Mozart a été baptisé, il a fait baptiser ses enfants à l'église, il allait à la messe le samedi et le dimanche, enfin il disait à son père qu'il allait à la messe le samedi et le dimanche, et la semaine quand il avait le temps, mais enfin il n'y allait pas la semaine, mais c'était quelqu'un qui était profondément quand même catholique. Il n'a jamais renié sa culture catholique. Mais par contre, la pratique maçonnique, probablement ce deuxième cercle concentrique, si vous voulez, lui permettait d'élargir la réflexion, d'approfondir la réflexion, de sortir du credo pour avoir effectivement un champ d'investigation beaucoup plus large sur finalement la place de l'homme dans l'univers. N'oublions pas aussi qu'à l'époque, la franc-maçonnerie, toute l'élite intellectuelle fait partie de la franc-maçonnerie en général. Voilà. Beaucoup d'aristocrates d'ailleurs. On a dit que la franc-maçonnerie c'était l'antichambre de la Révolution française, que nenni. C'était essentiellement des aristocrates qui voulaient se distinguer de la bourgeoisie et avoir une réflexion très approfondie sur la place de l'homme dans l'univers. Donc voilà, Mozart était un franc-maçon vraiment convaincu. Il a composé de la musique maçonnique, musique funèbre et maçonnique, des cantates. Sa dernière œuvre, c'est une cantate maçonnique, Enlaçons nos mains. C'est sa dernière sortie. Et c'est devenu l'hymne autrichien. Si vous écoutez la musique de l'hymne autrichien, c'est Enlaçons nos mains de Mozart. L'hymne allemand, c'est à Joseph Haydn, c'est un quatuor de Joseph Haydn. La fin de vie. Rapide. Beethoven, quand on s'intéresse à la vie de Beethoven, il est resté 3 ou 4 mois alité. On lui a fait 3 ponctions. Il perdait 3 litres à la fois parce qu'il avait un cancer du foie. Beethoven a beaucoup souffert, mais il ne s'est jamais plaint. Et il est resté 3 ou 4 mois alité. Mozart, en 15 jours, il était emporté. Sa dernière sortie, donc, c'était dans une loge maçonnique. Et puis, il a attrapé un virus sur le rein, un streptocoque. Le syndrome de Schönlein-Ennor, qui d'ailleurs a touché d'autres jeunes hommes de son âge à peu près à l'époque à Vienne. Les mains ont commencé à gonfler, parce que les reins ne fonctionnaient plus bien, vous voyez. Il a commencé à gonfler, et puis en l'espace de 8-10 jours, il était emporté. Ça a été brutal. Sa femme était complètement désespérée, elle n'a même pas eu la force d'aller à la cathédrale accompagner le corps. Elle ne pouvait pas. Avec 2 enfants. D'autres questions ? Non ? Écoutez, je crois qu'on a déjà pas mal fait le tour. Merci.